Bonjour, je suis Gaëlle Planchet, maître de conférence en psychologie cognitive à l'Université Lyon 2. Et avant d'arriver à l'Université Lyon 2, j'ai eu un parcours où je suis passée à beaucoup d'endroits différents. Donc j'ai commencé des études de psychologie à Grenoble. Okay. J'ai fait toute la licence à Grenoble et après le Master 1 qui était toujours à Grenoble, je l'ai fait en échange international. J'étais à Montréal, à l'UQAM. C'était un Master de psychologie, toujours? C'était Master de psychologie cognitive de Grenoble, okay. Ouais. Et j'avais très envie d'aller voir à l'étranger, donc c'était ma première expérience. Okay. Et donc à Montréal, une ville très, très chouette, très riche. Et après Montréal, je voulais voir aussi d'autres grandes villes et être confrontée à d'autres universités. Donc je suis allée à Paris, où j'ai fait le Master 2 à Paris Descartes, ça s'appelait à l'époque. Et ensuite j'ai continué sur une thèse du coup à Paris. 3 ans à Paris, et puis ensuite, une fois le doctorat en poche, comme vous devez le savoir, il est assez courant de faire des post-doctorats. Et donc je suis partie 2 ans en Suisse, à l'université de Genève, pour un post-doc. Et puis là a commencé le parcours de postuler à des postes de maître de conférence. Et même aussi CNRS, enfin bon, en gros, essayer de trouver un poste stable dans la recherche. Et la première fois, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai dû trouver un autre postdoc et c'était un postdoc d'un petit peu moins d'1 an à l'université de Tours. Et la deuxième année, ça a fonctionné. Là, j'étais recrutée à Lyon, du coup. La première fois, c'était Lyon aussi que vous avez postulé? Non, je crois qu'il y avait 4 universités. En fait, j'ai été classée 4 fois deuxième, okay. Et donc c'était un peu rageant. Mais finalement, je regrette évidemment pas parce que maintenant, l'année d'après, j'ai été première à Lyon et de tout ce que j'avais fait, je pense que comme audition, j'aurais préféré être ici en fait. Donc c'était bien. Alors déjà, comme vous avez compris à la base, moi c'est la psychologie, parce que bon, à l'époque il n'y avait pas tellement les sciences cognitives, on en entendait moins parler. Et moi, j'y suis arrivée par la psychologie cognitive. Et pourquoi la psychologie cognitive? C'est parce que en arrivant en psychologie, moi pourquoi je suis allée en psychologie, c'est que j'avais des cours de philosophie, j'étais en filière scientifique. J'aimais bien les sciences, mais j'aimais aussi tout ce qui était philo, littérature, enfin ce côté un peu plus sciences humaines, là, m'attirait également énormément. Et en philosophie, on nous avait parlé de psychanalyse, et là, j'étais là, c'est quoi? C'est incroyable, ça me fascinait, je trouvais ça génial. Et du coup, ça m'a un peu convaincue d'aller vers cette filière qui avait un peu un mélange de science et en même temps un peu mystère, etc., que j'aimais bien, un peu plus mou. Et dès le premier semestre, j'ai compris que la psychanalyse, non, ça n'allait pas être possible. Mais par contre, j'ai découvert la psychologie cognitive et là, vraiment, je me suis dit, alors ça, c'est la filière un peu idéale, quoi. C'est durant votre licence que vous avez découvert ça ou durant votre master? L1, premier semestre, très très vite en fait. Dès le premier semestre en L1, j'ai su ce que je voulais faire en fait. Parce que j'ai découvert cette discipline de la psychologie cognitive et je me suis dit, mais c'est exactement ce qui me correspond. Donc je serai chercheuse en psychologie cognitive et j'ai eu cette espèce d'éclair en salle de TD. Et après j'ai jamais lâché, j'avais vraiment cette volonté d'aller jusqu'au bout. Et après, bien sûr, plus pour les sciences cognitives, c'est sur le tas que j'ai découvert qu'il y avait cet ensemble de disciplines qui s'étaient regroupées et qui étaient totalement pertinents et complémentaires. Je pense que j'avais des connaissances de par l'entourage familial, etc., de personnes qui étaient chercheuses. Donc je savais déjà un peu que ce métier existait, parce que je pense que pas forcément tout le monde le sait quand on arrive comme ça. Et donc je pense qu'il y avait une partie de moi qui était fascinée par ce métier qui n'a jamais de fin en fait. Et c'est ça qui est très rassurant pour moi, peut-être pas pour certaines personnes, mais c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais s'ennuyer, parce qu'en fait, il y a toujours, c'est tellement compliqué, tellement dur, qu'on n'a jamais la réponse, et donc on continue à la chercher tout le temps, et donc c'est ça qui est fascinant dans la recherche, et le côté scientifique, et en même temps, cette espèce de liberté gigantesque.
C'est vrai qu'en France, par rapport à d'autres pays, c'est beaucoup moins valorisé. Enfin, on le voit bien dès qu'on va aux États-Unis ou quoi, c'est pas du tout la même considération du fait de ce statut. Moi, j'avoue que personnellement, j'ai jamais été trop atteinte par ça, parce que je sais pourquoi je le fais, donc ça me motive suffisamment. J'ai pas besoin de feedback de la société. Enfin, et je trouve que malgré tout, il y a quand même une vraie reconnaissance. Enfin, je vois bien quand on dit qu'on fait ça, les gens sont quand même un peu fascinés. Ah bon, c'est vrai, doctorat, machin. Enfin, il y a quand même, voilà, pour moi, il y a quand même une reconnaissance sociale. Après, si on veut parler du salaire, effectivement, c'est pas très. Voilà, on peut aussi discuter ça pourrait être plus élevé. Enfin, on compare aux autres pays, mais encore une fois, quand on compare à d'autres métiers, ça va quoi. Donc j'étais à Grenoble, encadrée par Stéphane Rousset, qui est un maître de conférence qui est toujours à Grenoble et qui est vraiment génial. Enfin, vraiment, on va dire que j'avais cette volonté dès la L1 de faire de la recherche, mais lui, il m'a vraiment convaincu totalement qu'il fallait que je fasse une thèse, etc., parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Parce que c'est, voilà, comme vous le savez, peut-être donc pas encore, mais en M1, c'est vraiment le moment où on fait notre première recherche. Et du coup, voilà, être avec lui, ça m'a vraiment convaincu que c'était ça. Et c'était sur la mémoire épisodique avec le rôle du codage allocentrique spatial et le codage égocentrique spatial. Donc en gros, quand j'encode un souvenir épisodique, c'est toujours contextualisé au niveau spatio-temporel. Et là, c'était comprendre un petit peu dans quelle mesure on le code et d'un point de vue égocentrique et d'un point de vue allocentrique et quel repère est le plus important. Quand on récupère l'information, est-ce qu'on passe par du ego, du allo, etc. Et j'avais fait mon sujet à Montréal parce que du coup j'étais à distance, mais quand même encadrée par lui, parce que je pense qu'on était obligé d'être encadré par quelqu'un de Grenoble. Et c'était dans ma chambre à Montréal, avec du givre et de la neige partout tout le temps, que j'étais en train de faire marcher les gens dans un circuit, et puis je leur faisais mémoriser l'espace. Enfin, c'était vraiment fait maison, quoi. Est-ce que ça vous a plu de faire ça? Ouais, vraiment. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce sujet et il aurait aimé que je reste à Grenoble pour qu'on continue après en M2, en thèse. Mais vu que j'avais vraiment cette volonté d'aller à Paris, mais je suis restée après sur la mémoire épisodique et tout ça, donc c'est quand même lié au thème de départ, quoi. Actuellement, je suis en train d'en mener qui me motive vraiment énormément, mais qui sont en cours. Donc, et c'est vrai qu'il y a toujours on aime ce qui est nouveau aussi. Enfin, donc en ce moment, je suis à fond là-dedans, mais à un moment donné, j'étais à fond dans d'autres choses et voilà, elles ont un peu disparu parce que j'étais. Mais là, depuis quelques années, je me suis intéressée à la fantaisie. Donc, je ne sais pas si vous avez connaissance de cette caractéristique cognitive. Donc, c'est le fait de ne pas pouvoir avoir d'images mentales dans votre cerveau. Donc, j'en ai parlé un peu en cours. Et donc, la plupart des individus, quand on leur demande de se figurer un cheval, une pomme, un coucher de soleil, ils ont quelque chose dans leur tête. Ils voient quelque chose. Et en fait, les aphantasiques, ils ne voient rien. C'est l'écran noir. Mais c'est quelque chose qui n'est pas gênant au quotidien parce que ces personnes ne s'en rendent pas compte qu'elles sont différentes. Et quand elles s'en rendent compte, elles peuvent avoir 70 ans ou 80 ans parce que quelqu'un leur en a parlé ou qu'elles ont lu quelque chose sur les réseaux sociaux. Et c'est assez déroutant pour elles parce que soudainement, elles prennent conscience que la plupart des êtres humains voient des choses dans leur tête. Et en fait, c'est très compliqué de leur expliquer ce que c'est qu'avoir des images mentales, etc. Donc en ce moment, je mène des recherches avec... maintenant, il est doctorant. L'an dernier, il était master, mais sur cette thématique, à essayer de comprendre un peu quel impact ça peut avoir sur la mémoire de travail, parce que la mémoire, quand même, repose énormément sur les images mentales. Quand je me remémore quelque chose, quand je maintiens quelque chose, etc. Et on essaye aussi de voir quels avantages ça peut conférer le fait d'être avantasique, parce que peut-être que les images mentales peuvent être gênantes dans certaines situations. Donc c'est assez fascinant parce que ça pose aussi cette question de la variabilité interindividuelle, et la recherche a mis en évidence cet aspect-là en 2015. Donc c'est extrêmement récent et on se demande aussi si finalement il n'y a pas plein d'autres choses qui ne sont pas encore découvertes et qui à un moment donné... Et comment quelqu'un se rend compte qu'il est aphantasique justement? Est-ce qu'il y a des moyens de savoir Pour l'instant, on utilise des questionnaires, hein, c'est des échelles. Essaye de visualiser un coucher de soleil et cote-le sur une échelle de 0 à 5. Ouais, c'est ça. Mais nous, justement, on développe aussi des paradigmes objectifs parce qu'on a envie que ça ne repose pas sur le ressenti, mais que ce soit quelque chose qui soit objectivable avec des paradigmes expérimentaux.
c'est un métier tellement complexe qu'il y a plein de compétences qui peuvent être utiles pour ce métier. Et c'est marrant de voir qu'au sein d'un laboratoire, on peut avoir des profils très différents en fait. Et c'est le fait qu'on soit ensemble qui fait que ça marche, ou avec nos doctorants, avec nos collègues, qu'on est complémentaires et que ça fonctionne du coup. Mais je pense qu'il faut une forme de rigueur scientifique, surtout si on est dans un domaine scientifique, je veux dire. Mais bon, peut-être que ça s'appliquera à tout finalement. Mais une forme de créativité, je pense aussi, pour aller chercher des choses où on n'a pas encore osé aller. Pas avoir peur de se tromper, et pas avoir peur des échecs, et pas avoir peur de ce qui ne marche pas, parce qu'en fait, il n'y a jamais rien qui marche. Enfin, je veux dire, il y a un peu cette idée qu'on n'a jamais un produit fini, qu'on peut palper entre ses mains, un article scientifique, mais si on ouvre l'article, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans, on ne sait pas, et il faudra faire d'autres études pour comprendre. Donc en fait... Est-ce que, en tant qu'enseignant-chercheur, vous avez un peu de frustration souvent dans ce que vous ça s'apprend, on apprend à gérer la frustration. mais au début, beaucoup. C'était pas du tout évident, parce qu'en fait, c'est vrai que ça passe beaucoup par des échecs, mais aussi des réussites, évidemment. Et quand il y en a, c'est génial, justement, parce que ça sort du lot. Mais réussir à publier, réussir à décrocher des financements de recherche, à obtenir des formes de reconnaissance, c'est pas simple, et du coup, voilà, des fois ça peut être des périodes difficiles quand on essuie des refus. Mais il faut être motivé en fait, ça c'est sûr. Si à la base on n'est pas motivé, ça va être très compliqué. En termes de, on va dire, qualité humaine ou relationnelle, est-ce que vous avez dû développer certaines choses par rapport à votre métier, ou vous n'avez pas eu forcément de difficultés par rapport à ça? Je ne sais pas si vous voyez ce que vous dites. Si, mais c'est vrai que c'est un métier qui a plusieurs facettes, et au départ on n'est pas du tout formé pour certaines. La recherche c'est une étude, mais après l'enseignement c'en est une autre, et quelque part qui n'a rien à voir. On peut très bien rester dans son bureau à réfléchir à ces sujets de recherche, mais avoir aucune compétence pédagogique. Et donc ça s'apprend à force de donner cours. Mais c'est vrai quand on donne cours en thèse, souvent on a 22 ans, 23 ans, on est encore super jeune, et on apprend sur le tas. Et après, quand on commence à être plus installé en tant que chercheur et qu'on a une équipe, donc des doctorants, des postdocs, des masters, des ingénieurs, etc., en fait, on doit apprendre la capacité à manager des équipes. Et ça, c'est très... je veux dire, à la base, on ne pense pas qu'on doit faire ce métier. Mais en fait, malgré tout, ça fait partie des choses... Et après, plein d'autres, je ne vais pas vous faire la liste parce que c'est pas forcément très intéressant, mais non, il faut être flexible. Voilà. En fait, je pense que c'est ça, la capacité la plus importante, c'est la flexibilité, et à réussir à switcher d'une tâche à l'autre, parce qu'en fait, le métier, ça va être tout le temps... ça, je le dis aux doctorants quand ils disent « Non, mais cette semaine, je travaille sur ça. » Je dis « Non, mais si tu veux devenir enseignant-chercheur, il va falloir pas être monotâche, parce qu'en fait, ça ne pourra pas fonctionner. » La fantaisie, alors celles-ci, oui, sont menées actuellement. Elles ont démarré depuis un moment, mais on continue à inclure des personnes. Alors ça, c'est des tâches en ligne, etc. Donc c'est pas forcément... en soi, décrire cette expérience, ce sera pas le plus fascinant. Mais après, j'ai des doctorants cette année. Oui, en ce moment, c'est sur des sujets très divers. Donc il y a la fantaisie, mais moi, à la base, mon vrai thème, c'est la mémoire de travail. Je vais dire, c'est la mémoire en général. Après le postdoc, plus la mémoire de travail. Mais en ce moment, j'ai que des thèses qui ne parlent pas de ça, en gros. Donc la fantaisie, parce que c'est mon nouveau sujet. J'ai une doctorante qui s'intéresse à l'impact des immersions dans la nature sur les apprentissages scolaires. Donc c'est des enfants à Lyon qui sortent toutes les semaines dans des parcs, et des enfants qui ne sortent pas. Et puis on va regarder comment ça impacte les fonctions cognitives. On mesure avec plein de tests, et puis également avec leur performance scolaire. Une autre thèse en collaboration avec... cette thèse-là, c'est en fait financée par la métropole de Lyon. C'est une thèse CIFRE, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est des financements privés, quoi. C'est pas la recherche de base. Mais, et un autre doctorat en ce moment, collaboration avec des chercheurs de Lyon 1 qui sont plus en neurosciences, qui s'intéressent à l'apprentissage statistique, et à regarder comment ces apprentissages-là non conscients, d'une certaine manière, entrent en compétition avec des choses plus conscientes, explicites, comme justement des processus comme la mémoire de travail, les fonctions exécutives. Et donc, moi, je suis cette partie-là, on va dire, et puis ensemble, on essaie de voir comment
Et il y a même des mesures cérébrales, enfin en TMS aussi, voir comment ça vient impacter. C'est vrai qu'à Grenoble, donc, j'avais eu des cours sur la mémoire, fonction cognitive parmi plein d'autres. Hein. On avait perception, langage, attention, enfin tout ça. Mais moi, j'avais une fascination pour cette fonction cognitive en particulier. À la base, c'était vraiment plus la mémoire à long terme. Hein. Il faut dire ce qu'il y a, les gens en général sont plus intéressés par la mémoire à long terme. Parce qu'il y a un côté un peu lié à l'identité, en fait, à la mémoire autobiographique, la notion de soi, enfin tout ça, c'est assez fascinant et c'est mystérieux aussi, parce que pourquoi on garde certaines choses, pourquoi on en oublie d'autres, et comment ça nous impacte au quotidien et tout. Donc moi, je la trouve très riche, cette fonction cognitive, et aussi potentiellement moins froide que certaines, comme la perception, que quelque part, à la base, hein, je voyais assez froidement, juste on décode ce stimulus visuel à l'extérieur, mais en fait, évidemment, quand on commence à bien connaître toutes ces choses-là, on se dit que non, c'est tout super intéressant. Mais la mémoire, il y avait un côté plus profond, plus mystérieux, je pense, qui me fascinait. Le métier prend énormément de place. Ouais. Et après, il y a d'autres passions, voyager. Alors c'est pour ça que j'essaye d'associer cette passion à mon métier, parce que j'ai la chance. Ouais, j'ai donc la chance, grâce à ce métier, de beaucoup voyager. Alors même avant ça, oui, j'ai voyagé dans des pays en vacances, hein, mais avec ce métier, on a des conférences internationales. Enfin, c'est tout le temps en fait. Enfin, tous les ans, il y en a potentiellement, quoi. Donc après, c'est dans l'hémisphère nord. Enfin voilà, c'est toujours un peu les mêmes endroits. Hein. C'est en Amérique du Nord ou en Europe. Donc en gros. Hein, en tout cas, moi, j'ai pas été à d'autres endroits. À part, on avait été aux Canaries à un moment. Il y avait un colloque aux Canaries. Ouais. Mais bon, c'est l'Espagne, donc, mais malgré tout, c'est en bas. Est-ce que vous aimez ce genre de voyage, ce genre d'opportunité pour présenter justement vos études, vos expériences? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît de faire ça? Oui, j'aime vraiment bien les conférences parce que ça apporte plein de choses. Déjà, moi, j'ai toujours fonctionné avec mes résultats de recherche en mode, il y a plusieurs. La finalité, c'est l'article scientifique en général, mais c'est assez long le chemin pour arriver jusqu'à l'article scientifique parce qu'il y a toujours l'écriture, réanalyser, réfléchir, lire d'autres choses. Enfin voilà. Et du coup, je me suis toujours mis des deadlines grâce aux conférences. C'est-à-dire que j'inscris et je fais pareil avec mes doctorants et tout ça, mes étudiants, en leur disant on va présenter ces résultats à cette conférence qui a lieu dans 6 mois. Et donc déjà, au moins, on est sûr qu'on va avoir les résultats pour 6 mois. Et puis après, le fait d'avoir fait l'effort de présenter ces résultats à un public, ça nous a fait réfléchir, etc. Donc c'est les premières étapes pour ensuite aller vers l'écriture de l'article. Donc je trouve que ça structure le travail. Et après, ça combine du coup avec ce côté voyager que j'adore. Et en plus, c'est l'occasion de rencontrer toujours la communauté et de pouvoir enrichir ses collaborations, de rencontrer des nouvelles personnes. Enfin, c'est super riche. Des fois, il y a des côtés... c'est moins bien aussi, parce que des fois c'est un peu des grosses usines et ça dure pendant 4 jours et il y a plein de sessions parallèles et puis en fait le cerveau au bout d'un moment il sature, hein. Enfin vraiment, hein. C'est pas, au bout de quelques jours on n'arrive plus en magazine, enfin moi en tout cas. Et sinon, hors du voyage, est-ce que vous avez d'autres choses en particulier? Ah oui, donc après tout ce qui est sport, enfin moi j'aime bien le sport, j'ai toujours beaucoup aimé le sport et puis depuis que parce que je suis allée vivre aux États-Unis il y a 5 ans, pendant 1 an. C'est quelque chose qu'on peut faire en tant que chercheur, on va en parler. Mais et là-bas, j'ai découvert l'escalade, que j'avais jamais trop fait, enfin comme ça ponctuellement. Mais justement, j'avais des collègues dans les labos américains qui le matin faisaient leurs recherches et puis l'après-midi, ils allaient grimper. Bon, ils commençaient à 7h du mat à travailler, enfin ils n'étaient pas là à 10h en mode j'arrête à midi et puis ils allaient grimper vers 15h ou je sais pas, mais il y avait ce côté que j'ai trouvé tellement sain en fait et surtout tout bénef, je pense. Enfin vraiment, le cerveau, on sait très bien qu'il peut pas rester juste toute la journée comme ça devant un ordinateur, il va pas être productif en continu, enfin c'est pas possible. Et on sait aussi les bienfaits de l'activité physique sur la cognition, enfin c'est quand même maintenant avéré. Et puis pour le bien-être, la motivation, enfin tout ça évidemment. Et donc je me suis mis à faire pas mal d'escalade. Après j'y allais presque tous les jours aussi à la salle. Et puis quand j'ai découvert qu'il y avait une salle géniale juste derrière, je
je me suis dit, mais c'est trop bien, on peut continuer à faire ça. Ok. Donc, Faire l'escalade. ouais, c'est par période, parce que des fois, en fait, je suis tellement prise par d'autres choses. Je bouge aussi beaucoup avec le travail en France et tout ça, donc c'est pas toujours évident, mais dès que je peux, ouais, on y va. Et en plus, on a d'autres collègues au labo qui s'intéressent, donc c'est bien. Oula. Je sais pas, peut-être la flexibilité mentale, justement, parce que moi, j'ai jamais eu de problème. Évidemment, il y a le coût du switching, on le connaît en cognition, mais ça me met pas du tout mal à l'aise de switcher tout le temps. Et même, je crois, et du coup, ça va avec le défaut, je pense, que j'arrive pas tellement à rester dans une tâche. Ah, ok. Et donc voilà, on va dire que mon défaut et ma qualité sont le revers d'une même médaille, quoi. Vous avez besoin d'être stimulé par Ouais. plusieurs choses et pas uniquement une seule chose. Ah oui, c'est pour ça que je conduis toujours plusieurs recherches en parallèle. Okay. Si je suis sur une chose, je m'ennuie en fait, ou je me lasse de la chose. Et donc on va dire que l'avantage c'est que oui, je vais aller chercher, je vais être curieuse, etc. Et le désavantage c'est que parfois je reste pas assez sur une chose et donc je l'approfondis peut-être pas comme d'autres le feraient, qui sont plus mono, voilà. C'est très, très compliqué. On n'est jamais, en tout cas moi je suis jamais contente de ce que je suis à ce moment parce que je sais qu'il va falloir toujours s'améliorer. En fait c'est un peu un problème parce que quelque part il y a une forme d'insatisfaction, mais en même temps c'est un moteur parce qu'on cherche toujours plus haut, etc. Mais ça, c'est un vrai travail psychologique. Hein. Enfin, je pense que c'est pas simple à un moment de se dire non, mais là on arrête parce que jusqu'à où on veut aller, parce que en fait après il n'y aura plus rien. Enfin, donc il faut juste apprendre à se contenter aussi de là où on est allé et pas toujours vouloir plus. Ouais, je sais plus, je vais dire autre chose, mais même dans votre carrière, on va dire d'enseignante-chercheuse, est-ce que vous avez des objectifs particuliers ou pas forcément? Oui, du coup depuis le départ j'en avais et il y en a certains qui ont été accomplis. Ouais, ce que je voulais dire, c'est vrai, c'est lié, c'est le syndrome de l'imposteur en fait, ça a été très très présent et c'est présent chez beaucoup de gens en fait, hein, quand on commence à regarder autour de soi. Et apparemment, plus on monte dans les niveaux élevés, plus le syndrome de l'imposteur est élevé en fait. Il y en a beaucoup. Parce que quelque part, on est face à un métier qui est un petit peu flou en termes de produits finis, comme je disais. C'est pas faire une baguette de pain ou construire une maison, quoi. Donc en fait, on ne sait jamais trop si on a réussi à faire le truc. Donc la façon, c'est de publier des articles, de décrocher des financements, etc. Et ça, on va dire que j'ai réussi d'une certaine manière à ce que moi j'attendais à ce niveau-là. Je ne veux surtout pas avoir l'air prétentieuse parce que ça peut donner cette impression, mais c'est vraiment pas du tout ça. Mais en tout cas, j'avais ce besoin d'avoir une sorte de validation de la part du système, que oui, je peux publier, oui, je peux décrocher des financements, oui, je peux être membre de l'IUF, enfin c'est un truc spécial de reconnaissance du milieu. Mais après, pour moi... Si on me pose vraiment honnêtement la question, pour l'instant, j'ai toujours rien fait. Je pense que j'ai toujours rien apporté et qu'il faut toujours que j'ai ce truc qui va amener quelque chose au niveau de la science. Mais après, je me connais, il ne faut pas non plus que j'ai ces phrases extrêmement abstraites et très ambitieuses qui en fait ne veulent un peu rien dire. Mais donc, d'après moi, il y a encore tout à faire, quoi. C'est vrai que c'est pas évident d'en choisir une parce qu'en fonction des époques de notre vie, on n'est pas confronté aux mêmes personnes et c'est vrai que ça peut être inspiration à plein de niveaux aussi, mais on va dire que s'il faut dire en termes de recherche et de la façon de voir la recherche et de la mener, la personne qui m'a supervisée en postdoc à Genève, qui est Pierre Barouillet, pour moi reste la personne la plus inspirante, vraiment en termes de façon de faire de la science, façon de raisonner, façon très claire de formuler les choses et en même temps une forme de créativité très forte. Enfin, c'est quelqu'un de vraiment exceptionnel et donc c'est très inspirant d'avoir pu le côtoyer pendant 2 ans et encore après, même là on continue, il est parti à la retraite mais il est passionné, donc on continue à faire des études ensemble. Ouais, à quoi ressemblent les représentations mentales dans le cerveau, quoi. Enfin, sous quel format c'est codé et je sais qu'actuellement on s'en approche un peu avec l'intelligence artificielle, voilà, le décoding, etc. Mais si d'un coup on disait on
peut savoir exactement si ce qu'il y a dans notre tête, c'est ce qu'on croit qu'il y a, et si oui, comment c'est codé. Mais en même temps, si on le savait, ce serait moins drôle aussi. Enfin, il y a toute une balance. On a envie de garder aussi un peu cette part de... Ce serait peut-être plus d'un point de vue personnel, parce que ça pourrait s'associer aussi au travail. Moi, récemment, mais ça c'est vraiment plus d'un point de vue perso, je me suis pas mal intéressée à tout ce qui est autour des états de conscience modifiés et de comment on peut accéder à ces états-là. Et je sais que certaines cultures sont beaucoup plus là-dedans, chamanisme, etc. Et que je regarde évidemment avec des yeux scientifiques, mais je trouve qu'il y a un terrain là de jeu qui est exceptionnel et qui a encore été très très peu exploré. Et oui, d'ailleurs, ça pourrait être aussi des expériences que j'aimerais mener si jamais. Mais en Amérique du Sud, je pense ce serait vraiment intéressant d'aller voir comment ça se passe là-bas. Et même, on parlait d'image mentale l'autre fois avec une collègue, et puis on se disait ce serait super intéressant de voir en fonction des cultures la place de ces images mentales, de ces imaginations. Et on peut supposer que dans d'autres cultures, elles ont une place plus importante. Et voir comment ça, au niveau cognitif, ça peut nous influencer. De manière générale, oui, voyager de toute façon potentiellement partout, mais un peu moins maintenant en Amérique du Nord, en Europe, tout ça, parce que j'ai quand même beaucoup vu maintenant. Qu'il faut se faire confiance, mais mais je sais qu'en fait c'est pas possible. Enfin, la confiance, elle vient qu'avec l'expérience. Et déjà avoir osé réaliser mon rêve, d'être allé vers le rêve que j'avais, c'était déjà énorme. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé que pendant de nombreuses années, il y ait quelque chose qui me soutienne, qui me donne l'impression que je vais y arriver, et justement pas être dans ce syndrome de l'imposteur permanent. Et oui, mais voilà, donc j'aimerais bien... J'aimerais lui dire à cette personne, tu vas y arriver, t'inquiète, en fait, ce sera bon. Mais en fait, c'est... bref. C'est comme ça. Une dizaine d'années, c'est vrai que j'aimerais bien avoir cette fois ce sentiment que j'ai posé une toute petite pierre à l'édifice. Que ça, je peux dire, c'est vraiment moi qui l'ai fait. Et que peut-être ça sera utile ou peut-être pas, mais au moins que je sois un peu fière de cet accomplissement scientifique. Et que j'ai aussi, que je sois fière d'avoir formé ces étudiants, que j'ai réussi à le faire correctement, parce que tout ça c'est aussi tout un apprentissage, et c'est ça qui repart en 2 secondes non plus, mais... c'est ça. Ok, super. Eh bien, je leur dirais vraiment d'écouter leurs rêves. Alors ça, c'est sûr, mais ça, c'est pour tout le monde, ça marche. Donc, c'est un conseil général. Pour les étudiants de cette filière, cela dit, ça marche aussi pour tout le monde, qu'il ne faut pas forcément rester accroché à son premier sujet en pensant que moi, j'ai commencé à travailler là-dessus, donc maintenant, je ferai que ça. C'est qu'en fait, dans ce milieu de sujets de recherche, même au niveau entre le M1 et le M2, on peut changer de sujet. En fait, on a déjà une forme de liberté énorme en tant qu'étudiant dans le choix qu'on peut avoir de l'encadrant. Et c'est ce que je vais dire bientôt en second semestre au M1 sciences cognitives, que c'est l'opportunité ou jamais de justement rêver, en fait, d'aller faire ce qu'on a envie de faire sur la thématique, sur la personne avec qui on a envie de bosser, sur le pays dans lequel on veut être, parce qu'on a en fait cette liberté, c'est possible. Et du coup, il ne faut vraiment pas minimiser cette possibilité. Il n'y avait qu'un conseil, je crois. Non. Non. Tous les conseils que vous souhaitez. Non, après, c'est trouver des encadrants pour la thèse surtout, parce que ça va durer longtemps, dont on sait qu'ils vont vraiment nous porter, nous aider, nous stimuler, bien choisir son encadrant de thèse en fait. Parce que je pense qu'une thèse peut vraiment très mal tourner si ça se passe mal avec la personne, et c'est
un trajet, un voyage qui est long et compliqué. La thèse, il faut être vraiment soutenu et avoir le meilleur encadrement possible. Donc, quitte à s'enseigner auprès d'autres personnes qui l'ont connu, les doctorants. Comment faire pour justement bien se renseigner sur notre on peut essayer avec les étudiants autour de vous au cas où, bouche à oreille, mais après, ça peut être les doctorants qui sont actuellement encadrés. Pourquoi pas demander un rendez-vous pour discuter du projet de recherche et aborder ces aspects-là. Voilà, je veux pas dire, évidemment, la plupart des collègues, ça se passe très bien. Enfin, voilà, je veux surtout pas donner cette image qu'il y a des... Mais je pense qu'à une certaine époque, c'était plus difficile. Moi, à Paris, je me souviens que j'avais bien réfléchi à cette question-là pour la thèse. C'était très important de ne pas être... Il y a des encadrants qui dévalorisent leurs étudiants tout le temps. Qui les tirent, qui leur font comprendre que ce qu'ils font. Enfin, à Paris, en tout cas, là où j'étais à ce moment-là, il y en avait beaucoup. Des copines à moi qui pleuraient, etc. Et ça, c'est juste pas possible. Enfin, je veux dire, on ne peut pas accepter ça. Donc, il faut réfléchir. Mais c'est vrai, voilà, essayer d'obtenir les infos comme on peut. Sciences cognitives, maintenant. IRM. Sérotonine. Quantitative. Neuroimagerie. Anglais. Mémoire de travail. Un talk. Connexionnisme. Fondamental. Frontal. Faire de la recherche.